Alors, une brève capsule pour compléter le triptyque de la Trumpologie. On va faire dans cette capsule le bilan provisoire de l'opération QAnon. On va voir ce que Q appelle le modèle Scaramucci de gestion du personnel à la Maison-Blanche. Et finalement, on va voir quelques éléments de politique étrangère que Trump utilise dans son conflit contre l'État profond. Restez à l'antenne. Bienvenue sur Radio-Québec. Les Québécois parlent aux Québécois. Présenté par Alexis Cossette. Alors, le rapport Mueller déposé, cette histoire de collusion avec la Russie derrière nous, on peut faire un bilan provisoire des opérations de QAnon sur Internet depuis 18 mois. Une opération de guerre stratégique informationnelle, qui a atteint la majorité de ses objectifs, notamment celui de contourner le blocus médiatique, le blocus informationnel autour de ce président. On sait que l'État profond a tenté de destituer Donald Trump, et une des façons qu'il avait de destituer ce président-là, c'est d'opérer une censure sur l'information, de ne produire que de l'information négative sur le président. Alors, le président qui a eu besoin de l'opération QAnon pour faire sortir et envoyer de l'information à ses supporters, les informer de l'action réelle du président, donc des ordres exécutifs qui étaient signés par le président, de ses mises en accusation sous scellé, de ce qui se passait avec les enquêtes au Congrès, le mémo Nunez, l'agrandissement de la prison de Guantanamo, ce qui se passait avec le juge Kavanaugh, les opérations sous faux drapeau de l'État profond. À chaque fois que le président menaçait de déclassifier quelque chose, il y avait une fusillade. Donc, Q nous a informés de ce qui se passait réellement au sein, à l'intérieur de l'administration Trump. Les médias qui ne le faisaient pas, les médias qui filtraient toute l'information à travers un filtre négatif. Alors, Q a permis de contourner le blocus médiatique, ça c'est d'une part. Deuxièmement, QAnon a fait tomber les masques, en fait. Il a révélé la duplicité des médias, que les médias sont une opération de propagande. Il a montré que les médias étaient en fait tous liés, ils n'étaient pas objectifs, ils n'étaient pas les chiens de garde de la démocratie, qu'ils étaient tous liés pour destituer ce président démocratiquement élu. Plusieurs des journalistes d'ailleurs et certaines agences de presse étaient au courant que cette histoire de collusion avec la Russie n'était que du vent. Plusieurs journalistes avaient eu accès à des informations confidentielles qui leur avaient été coulées par notamment Adam Schiff. Des informations confidentielles qui démontraient qu'il n'y avait rien, là, qu'il y avait... les agents du FBI le disaient, il n'y avait rien. Les journalistes étaient au courant qu'il n'y avait rien, mais continuaient à nous remancher cette histoire de collusion avec la Russie dans l'objectif d'une éventuelle destitution du président, afin de lui enlever sa légitimité démocratique. Voilà. Alors, les masques sont tombés. Ça fait un certain nombre d'années qu'on sait que les médias sont corrompus, qu'ils sont contrôlés par l'État profond. Eh bien, avec QAnon, QAnon qui a pointé à différentes sources d'informations, nous a permis de faire tomber les masques. Les médias maintenant qui sont discrédités, qui ont été révélés pour ce qu'ils sont, les colporteurs de fausses nouvelles, pas seulement des colporteurs, mais aussi des producteurs de fausses nouvelles. Et il faut remarquer ici le travail dans le Journal de Montréal d'Elisabeth El-Grabi-Lévy, qui est la seule personne au Canada ou presque, à appuyer le président. Dans un article récent aujourd'hui, elle a justement fait tomber les masques des médias et les a appelés pour ce qu'ils sont, des colporteurs de fausses nouvelles. Maintenant, à partir du moment où un journaliste maintenant va critiquer Internet et les fausses nouvelles sur Internet, on aura le beau jeu de leur dire que pendant 2 ans, ils ont menti sciemment à la population. Alors, donc, contourner le blocus médiatique, faire tomber les masques, le masque des médias, révéler la duplicité des médias. Il y a aussi le fait que QAnon est devenu une espèce de symbole mondial du réveil des nations, c'est ce que Q appelle « The Great Awakening ». Alors, c'est pas seulement aux États-Unis qu'il y a des adhérents, des supporters de QAnon, ça se passe un peu partout dans le monde et c'est très dangereux pour l'État profond. On voit des signes Q en Angleterre, on les voit sur les gilets jaunes, on voit ça un peu partout. Et l'État profond, les mondialistes qui sont très préoccupés par le mouvement QAnon, et dans un article récent, je pense qu'il y a même des journalistes de MSNBC qui en étaient rendus à appeler QAnon un culte de la mort. Alors, le président Trump, lui, qui joue avec QAnon, qui a confirmé à plusieurs reprises son adhésion et son approbation aux actions de Q, le fait qu'il travaillait main dans la main avec Q. J'en ai donné quelques exemples dans la vidéo QAnon pour les sceptiques. Il y en a eu d'autres depuis. Donc voilà, être le porte-étendard du réveil des nations un peu partout dans le monde. Il y a Q, mais pas que. Et ce qui reste en fait maintenant, c'est la confirmation finale.
C'est-à-dire à partir du moment où le président va rendre public les mandats d'écoute électronique et toute la tentative de destitution, les tentatives même potentielles d'assassinat contre lui, les menaces contre sa famille, les actions sordides de l'État profond, le trafic, les différents trafics et les différentes actions sordides dans lesquelles sont impliqués les Clinton, la fondation Clinton, etc. À partir du moment où est-ce que tout ça va être rendu public, Q va passer d'un seul coup de théorie de la conspiration à visionnaire. Alors, il ne reste que cet élément-là, sinon, jusqu'à maintenant, l'opération QAnon a été un succès sur toute la ligne. Alors, une autre stratégie intéressante de Donald Trump dans sa lutte contre l'État profond, c'est ce que QAnon appelle le Scaramucci Model, tiré de Anthony Scaramucci, qui a été nommé directeur des communications de la Maison-Blanche à l'été 2017. Il est resté là seulement 2 semaines. Il est arrivé à la Maison-Blanche et il a fait en sorte que dans les 2 semaines où est-ce qu'il est resté là, qu'à la fois Sean Spicer et que Reince Priebus démissionnent. Sean Spicer qui était le porte-parole de la Maison-Blanche lors des conférences de presse et Reince Priebus qui était le chef de cabinet de Donald Trump. J'ai expliqué dans ma dernière vidéo que ces 2 personnages-là étaient des créatures du marais que Trump avait sciemment gardées au sein de son administration pour rassurer l'État profond. Eh bien, après ça, Trump a amené Anthony Scaramucci pour s'en débarrasser. Et dès qu'Anthony Scaramucci s'est débarrassé de ces 2 personnes-là, Trump s'est débarrassé d'Anthony Scaramucci, de sorte que Anthony Scaramucci ne puisse être blâmé par la suite pour les actions qu'il avait faites. C'est-à-dire qu'il ne continuait pas avec une personne dans son administration avec un passif politique. Trump qui a opéré exactement de la même façon avec d'autres membres de son administration, par exemple Jeff Sessions. Jeff Sessions est celui qui a tout mis en place les structures pour juger et mettre en accusation l'État profond. Il a mis en place les enquêtes sur l'État profond, les enquêtes sur la fondation Clinton, sur les emails d'Hillary, le serveur d'Hillary. C'est lui qui a nommé le coroner Hubert, c'est lui qui a donné les mandats à l'enquêteur Horowitz au sein du département de la justice et du FBI. Et lorsque toutes les structures ont été mises en place, Jeff Sessions a quitté. Son travail était fait. Même chose avec John Mattis. James Mattis, qui a été celui qui a agrandi la prison de Guantanamo, qui a mis en place les structures pour les tribunaux militaires, qui a réarrangé l'armée, qui a nommé aux positions clés des patriotes dans l'armée, qui s'est débarrassé des personnes qui étaient fidèles à Obama. Et par la suite, James Mattis a démissionné et c'est une autre personne qui a remplacé James Mattis. Alors, pourquoi est-ce qu'on opère de cette façon-là? Eh bien, c'est pour faire en sorte que la personne qui met en place les structures n'est pas la même personne que celle qui met en application la loi. Ça fait en sorte que c'est difficilement blâmable. La personne, comme Jeff Sessions, par exemple, il a mis en place les enquêtes sur la fondation Clinton, mais c'est pas lui qui va être en charge de juger les Clinton. Alors, on ne peut pas dire qu'il est à la fois juge et parti. Vous comprenez? Trump compartimente comme ça les différents aspects de sa politique et fait en sorte que les personnes qui mettent en place les structures et les personnes qui appliquent finalement les résultats, mais les mettent en application, ne soient pas les mêmes. Comme ça, ça rend très difficile la critique de l'administration Trump. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le Scaramucci Model. On met en place la prison de Guantanamo, on agrandit, on met en place les tribunaux militaires, mais c'est pas celui qui a fait ces actions-là qui va passer à l'acte. C'est une autre personne, une personne fraîche, une personne qui n'a pas ce passif-là à son actif. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle le modèle Scaramucci. C'est un élément intéressant de la stratégie de Donald Trump dans sa lutte contre l'État profond. Alors, en politique étrangère également, quand on prend du recul et on analyse l'action du président Trump, on se rend compte qu'il y a des régularités, il y a des invariants, il y a un fil conducteur, il y a ce qu'on pourrait appeler une doctrine Trump en relations internationales. J'en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le président a dit en campagne électorale qu'il voulait assainir le marais, vider le marais, drain the swamp, eh bien que le marais n'était pas seulement confiné qu'à Washington et au Congrès, et au Sénat, etc. Le marais, c'est l'État profond. Le marais, c'est la CIA et toutes ses ramifications internationales. La façon dont la CIA part des guerres un petit peu partout dans le monde, déstabilise des régimes, essaie d'encercler l'Union soviétique, voit des endroits où on nous prétend que c'est pour le pétrole, alors qu'il y a souvent des objectifs cachés.
Donc, l'État profond, le Marais, qui avait une portée beaucoup plus vaste que ce qui était entendu en campagne électorale. Et donc, la politique étrangère de Donald Trump doit s'inscrire dans cette logique-là, dans la tentative de combattre l'État profond en relations internationales, dans ses bases à l'étranger. Alors, qu'est-ce que Trump a fait depuis son arrivée au pouvoir? Eh bien, il a toujours procédé de la même façon, c'est-à-dire qu'il a laissé croire, encore une fois, hein, c'est toujours le même modèle, il a laissé croire à l'État profond qu'il était un va-t-en-guerre, qu'il allait envoyer des troupes, par exemple, en Syrie, qu'il allait démettre Assad, qu'il allait bombarder. Et finalement, après quelques mois, il n'en était rien. Il envoyait une salve de missiles Tomahawk, hein, souvent sur je veux dire, en prévenant à l'avance, il n'y avait aucun mort, sur des hangars vides, des dépôts de munitions, etc. Donc, des frappes qui ne portaient pas à conséquence. Et à chaque fois qu'il a annoncé, d'ailleurs, qu'il avait l'intention de retirer les troupes, on s'est toujours retrouvé dans une situation où est-ce que l'État profond créait une fausse attaque au gaz. Hein, on blâmait ça sur Assad et Trump était obligé de rester encore quelques mois. Finalement, tout ça n'a plus fonctionné. Et en Syrie, maintenant, Trump a annoncé le retrait des troupes qui est en train de se produire. Même chose avec la Corée du Nord. Hein. Trump annonçait qu'il allait bombarder Kim Jong-un, qu'il était sur le point d'entrer en guerre. Il menaçait, j'ai un plus gros bouton nucléaire que toi, etc. Alors qu'en fait, en coulisses, il était en train de signer la paix avec Kim Jong-un, hein, dénucléariser la Corée du Nord. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand ils ont annoncé une rencontre entre Trump et Kim Jong-un, les journalistes, les analystes n'en revenaient tout simplement pas. Hein, parce que tout ça s'était passé en coulisses, alors que Trump, je veux dire, annonçait la guerre, il préparait en fait la paix. Hein, civis pacem parabellum. Trump a utilisé cette doctrine abondamment. Donc, si vous voulez la guerre, si vous voulez la paix, préparez la guerre. Il l'a utilisé en Syrie, en Corée du Nord, même chose en Afghanistan, il a augmenté les troupes l'espace de quelques mois pour finalement annoncer le retrait des troupes. Il a nommé John Bolton au National Security Council. John Bolton, qui est un faucon, un néoconservateur qui fait peur, un interventionniste, et tout portait à croire qu'il allait intervenir en Iran. Et finalement, il ne s'est rien passé. Même chose avec le Venezuela, des déclarations à l'emporte-pièce, des menaces, des propositions de politique d'intervention, etc. Et finalement, avec le recul, il ne se passe rien. Trump est imprévisible, il laisse toujours croire à l'État profond qu'il va embarquer dans le jeu, qu'il va intervenir, qu'il va faire le jeu de l'État profond, alors que dans les faits, Trump signe la paix. Trump n'est pas un interventionniste. Trump l'a promis en campagne électorale de ramener les troupes à la maison. Et partout dans le monde, on voit la même politique, c'est-à-dire Trump fait le fanfaron et finalement, lorsque vient le temps de passer aux actes, Trump signe la paix, Trump retire les troupes et Trump trompe l'État profond. Trump déconstruit les bases de l'État profond un peu partout. Hein. Il y a une de ces frappes de missiles de Tomahawk en Syrie qui a frappé des bases de l'État profond. On en sait quelque chose grâce à Q. Alors, c'est ce qui s'inscrit dans la politique de Donald Trump, une politique où il y a énormément de paraître, il y a de la dissimulation, on fait semblant pour finalement faire autre chose. Comme dans tous les éléments de la politique de Donald Trump, on fait marcher l'État profond et finalement on déconstruit pièce par pièce cette tour de Babel, cet édifice que l'État profond a créé à l'international. Voilà. Alors j'espère que ces 3 capsules en Trumpologie nous auront aidé à comprendre la subtilité et le raffinement de l'action du président Trump, ce dans tous les domaines, que ce soit en politique intérieure, en politique étrangère, que ce soit avec la mise sur pied de cette guerre stratégique informationnelle qui est QAnon, que ce soit dans le double jeu de l'enquête Mueller. Trump agit toujours avec subtilité, il utilise des principes de guerre subversive contre l'État profond, il utilise des principes de l'art de la guerre de Sun Tzu, il utilise des principes d'opposition contrôlée, il se fait illusionniste, il dit « regardez à gauche » alors qu'il agit à droite. Alors il faut éviter le premier degré lorsqu'on interprète les actions du président Trump, il faut toujours le lire au 2e, si ce n'est qu'au 3e degré, et on peut dire que peut-être pour la première fois, hein, depuis en fait très longtemps, il y a un patriote à la Maison-Blanche et non pas un pantin mondialiste comme on est habitué à voir. Voilà, sur ce, à la prochaine.